Oh, il faut que je me souvienne et ils ne se souviennent pas. Ben non, tu n'es pas obligé en fait. Tu vois, raconte. Tu peux partir d'un objet, tu peux partir d'un flyer, tu peux partir d'un vêtement, tu peux partir d'un animal familier, tu vois, mais vas-y, raconte. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que déjà tu pourrais commencer par un peu te présenter? Ok. Alors moi je m'appelle Saint-Boursier. On va parler archives aujourd'hui. Donc je suis engagée dans cette histoire de centre d'archives à Paris, région parisienne, depuis 20 ans. Alors on ne va pas raconter toute cette histoire, mais c'est juste pour dire que des fois il y a des luttes vraiment qu'on n'aurait pas imaginées aussi longues. Donc là je suis dans un collectif qui s'est monté après le film 120 battements sur Actes de Campillo en 2017, le collectif Archives LGBTQI+. Je commence par là parce que c'est vrai que j'y mets, j'espère, à contribution ce que je fais d'autre dans la vie, à savoir être prof à la fac, enseigner les queer studies, les études féministes, les études de genre et tout. Mais disons que mon centre de gravité en tant que militant, parce que je suis aussi allée à la fac, parce que j'étais militant et que je voulais y produire un certain type de savoir. On pourrait revenir aussi sur ce qu'il n'y a pas dans la soupe alphabétique, le R de racisé, le TDS ou le P de pute pour les personnes qui s'identifient comme putes. Donc moi, ma cohérence, c'est ça, j'ai besoin pour, non pas être qui je suis, mais pour les politiques LGBTQI+, de m'appuyer sur des savoirs qui nous ressemblent. Donc, il se trouve que je suis universitaire et que j'ai eu la chance d'avoir une bourse à l'Institut universitaire de France, que les gens ne connaissent pas très bien, mais qui, c'est vrai, donne des conditions qui devraient sans doute être celles de tous les universitaires, enseignants-chercheurs, des moyens. Donc là, je peux, pendant 5 ans, travailler sur les archives, ce que je faisais déjà beaucoup. Donc tout ça, c'est un ensemble. Et comme il se trouve que, bon, on a encore, comment dire, on doit encore lutter pour avoir ce centre à Paris. Oui. Donc ça fait quand même 7 ans qu'on réfléchit, on bosse bien. Et donc du coup, là, moi, je suis au bout déjà d'un petit bouquin sur les archives, qui part de cette expérience, qui est une expérience collective. Et je trouve que le collectif, il marche bien, et avec toute l'adversité inattendue, encore une fois, qu'on a subie, qu'on subit encore, mais vraiment on avance, et surtout, on a eu le temps de faire des choses ensemble. Bon, les collectifs, c'est toujours un peu miraculeux quand ça marche, on va dire, mais là, je pense qu'il y a un désir d'archives très important. Toute cette constellation-là, oui. C'est là où je suis en ce moment. D'accord. Justement, par rapport au collectif, tu viens de parler d'adversité. C'est quel type à peu près d'adversité que vous avez connu? Toujours des choses, des luttes, mais il y en a certaines qu'on préférait pas. Voilà, parce que vraiment l'opposition de la mairie de Paris depuis le début, à savoir en plus des mairies PS, social-démocrate, on va dire. Okay. Moi, je l'ai vécu du temps de Delanoë, qui était un maire gay, où il y avait déjà un premier projet. Et j'ai dû sortir du projet parce que les lesbiennes, les trans n'étaient même pas... Enfin, on nous racontait pour des raisons historiques. Et là, c'était les gens qui menaient le projet. Donc, quand on nous disait pour des raisons historiques, on va commencer par l'homosexualité masculine, c'était un peu embêtant, quoi. Mais il se trouve que la maire, je pense, de Paris a une certaine ambivalence par rapport à notre projet, je pense, parce que si on a plein d'adjoints, 3 adjoints différents qui succèdent, dont un gay, et qui en gros nous mettent les bâtons dans les roues, de nous aider, c'est que l'exécutif, je pense, n'est pas raccord. C'est un premier problème, je dirais, enfin, qui est fatigant, quoi, parce que normalement les gays et les lesbiennes de la mairie de Paris, notamment les Verts et on va dire le PS pour aller vite, on s'attendait à ce qu'ils nous soutiennent. Alors ils ont souvent communiqué qu'ils nous soutenaient, mais bon voilà. C'est logique de soutenir, si on prétend avoir des politiques LGBTQI, de donner les moyens pour en plus, un centre d'archives, oui, ça coûte de l'argent. C'est un centre physique, c'est un centre numérique, c'est une programmation, c'est un centre culturel qui va rapporter de la visibilité, du rayonnement aussi à une capitale comme Paris. Il faut recruter, des archivistes, des gens. Les villes européennes le font. Berlin le fait.
Oui. Bologne le fait, Amsterdam aussi. On a des liens évidemment avec des centres qui sont peut-être un peu plus anciens. Donc à un moment, oui, il faut mettre les moyens. On va peut-être enfin avoir un lieu, mais un lieu c'est un loyer, donc voilà, ce serait bien que le loyer soit intégralement pris en charge par la mairie. Il y a des travaux, je sais pas, moi quand je loue un appartement, c'est pas moi qui paye les travaux. Voilà. C'est important les finances parce qu'encore une fois, nous on a besoin de moyens pour faire ce qu'on a à faire. Oui. On cherche à faire des centres communautaires et autonomes. Oui. Pourquoi communautaire? Mais parce que la compétence communautaire, elle est chez nous. Si on veut indexer les archives, on a les mots-clés qu'il faut. On a dû se battre et expliquer pourquoi ce n'était pas possible. Donc on a dû expliquer aux gens, à la communauté, aux gens qui sont militants ou pas, parce qu'il y en a plein qui sont militants, on a dû leur dire, voilà, si vous donnez vos archives aux archives nationales, voilà ce qui se passe. Et les archives nationales, c'est un truc, voilà, toutes les archives nationales en Europe fonctionnent de la même manière, elles sont au service de l'État. Il y a cette idée que depuis la Révolution française, chaque citoyen a le droit constitutionnel d'avoir accès à ces archives. Évidemment, c'est l'inverse qui s'est produit. Les archives nationales sont des archives publiques où les administrations versantes, c'est les gouvernements, les ministères, le ministère des colonies, depuis le 19e, le ministère, je sais pas, la police, voilà, la justice. Donc effectivement, le genre d'archives qu'on trouve là, c'est l'histoire de la violence en fait. Okay. Ça change quand on fait un centre autonome et communautaire, qu'on ne fait pas la même chose, qu'on prend soin des archives encore plus, que oui, il y a aussi des archives LGBTQI+, voilà, qu'on n'est pas des oiseaux, qu'on ne va pas tout, je sais pas, tout massacrer là. Alors comme on est en France aussi, il y a des enjeux par rapport à l'identité de l'archiviste. Qu'est-ce que c'est un archiviste? Et depuis le 19e, et c'est encore comme ça la formation des archivistes, je le sais puisqu'on a une archiviste formidable, Morgane Vandeloin, qui est archiviste salariée à N, qui a été formée à Lille d'ailleurs, à la même fac que moi. C'est bien rare qu'on les forme aux archives orales, on pourra revenir sur l'importance de l'archive orale. L'archive, d'abord, honnêtement, ça ne m'attirait pas tant que ça. Je me demande souvent ce que je fais là. Okay. Parce que moi, l'archive, c'est pas mon fétiche, quoi. Bon, oui, l'archive, on va tous nous raconter que d'abord, ça sert à écrire l'histoire, qu'il n'y a que les universitaires qui peuvent s'en occuper, qu'on a une vision très élitiste. Moi, je connais mieux la culture anglo-saxonne, donc je ne veux pas dire que c'est eux qui ont tout inventé là-dessus, mais les féministes aussi ont réfléchi à mais c'est quoi archiver, pour qui, et un archiviste c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui est la science objective? L'archiviste, on a cette vision le serviteur de l'historien qui arrive aux archives, et tout ça est très objectif, et tout ça est très scientifique. Enfin, Michelet, il a écrit l'histoire de la France au 19e, il était aux archives nationales, il était l'historien officiel du récit national, il a écrit des conneries, quoi, en 20 volumes. La violence archivale, bon, c'est il y a vraiment un travail de fait par des philosophes comme Derrida, qui est très cité, parce qu'il a fait un bouquin qui s'appelle Mal d'archives en 1995. Mais Foucault aussi, qui travaille beaucoup aux archives. On dit les archives, ça sert à gouverner, là, il faut se calmer. C'est traverser le rapport de pouvoir et ça génère des savoirs hyper contraignants. Des savoirs sur les racisés, des savoirs sur les minorités sexuelles et de genre. C'est le fait que d'abord les archives, c'est des rapports de pouvoir. Okay. Voilà. Donc à un moment donné, même avant que par exemple les archives soient déposées aux archives nationales, tu as des archives de l'administration coloniale qui servent à gérer les populations, à les profiler. Ça, c'est des indigènes, c'est des quoi, les contrôler, à faire des enquêtes. C'est tout ça l'archive en fait. Donc forcément, la relation avec les archives institutionnelles et les minoritaires, mais c'est les femmes, les vagabonds, les migrants, les PD, toutes les minorités en fait, sexuelles, de genre, les handis aussi, enfin voilà, sont contrôlés plus ou moins par... elles sont représentées à la fois, ils sont surreprésentés dans ces archives, judiciaires, policières, on peut penser au bertillonnage et tout ça, et en même temps, donc, ils sont effacés. Donc je crois qu'il faut bien... Ça c'est Foucault qui a, je crois, bien fait comprendre que la censure c'est à la fois de ne pas montrer, mais de montrer d'une certaine manière, avec un principe d'autorité justement. Et l'archive joue un rôle fondamental dans ces archives savoir. Après, évidemment, si on va aux archives ou si tu vas aux archives,
Si tu veux trouver, je sais pas, quelque chose sur les lesbiennes, quelque chose sur les mobilisations ici, des personnes qui peuvent aussi être minorités sexuelles, genre, bah, tu vas pas trouver, ça va pas être indexé, etc. Voire, tu n'es pas bien accueilli, voire tu as besoin d'une lettre de recherche, d'un directeur de recherche. Nous, on pense que des archives partout pour tout le monde. Si tu veux vraiment tirer parti du potentiel hyper démocratique de l'archive, bah, tu donnes des archives pour tout le monde et tu te débrouilles pour ouvrir un endroit où tout le monde peut venir y faire des choses avec les archives. C'est les centres communautaires et autonomes, c'est-à-dire que c'est eux qui font l'agenda, pas la mairie de Paris, pas l'État, forcément, qui doivent s'emparer de cette question des archives, de la production des savoirs, des événements, y compris culturels, des expositions, de tout ce qu'on peut faire à partir des archives, de toutes les pratiques que ça peut générer. Parce qu'en fait, les archives, le geste de l'archive, on le fait chez nous aussi. On garde des choses chez nous. Dans notre sphère privée. Les archives, les Lesbian Archives de New York, longtemps, elles étaient dans un appartement, en fait, l'appartement des fondatrices. En fait, l'expérience de l'archive, il faut complètement qu'on se la reconstitue, qu'on se l'approprie. Et qu'on s'en empare. Et quand on fait ça, on change beaucoup de choses. Parce qu'on a une image à la fois vieille de l'archive, réservée, élitiste, et en même temps on pense un truc pour les vieux. En même temps les vieux, on leur fait la morale là-dessus. Nous on s'en est rendu compte en développant l'archive orale, qui est complètement absente de la France. Enfin, l'archive orale, c'est quelque chose qui est même bridé, je pense. Hein. C'est bridé ? Bah, dans les campagnes, si on grattait un peu, il y a de l'archive. Enfin, il y a des cultures orales, mais elles ont été. Ici, c'est très fort aussi, la culture orale, ou la culture de la performance, la culture incarnée. Que par exemple, je parlais des vieux, je peux dire les aînés, hein, mais les vieux, les vieilles, les vielleux, bref. Quand on leur dit devoir de mémoire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de devoir de mémoire, tu vois? Mais non, moi j'ai pas de devoir en fait. Tu vois, la mémoire en plus, je trouve ça hyper important, hyper intéressant, mais pas comme on nous a dit de faire la minute de silence. Si c'est un devoir, je le fais pas. Hein. T'as pas besoin de me culpabiliser pour que je comprenne que la mémoire c'est important, que dans c'est qu'il y a un désir d'archive, qu'il est grand, qu'il est multiple, et moi j'ai pas besoin qu'on m'explique ce que je dois faire en fait. Les archives orales, on se rend compte qu'on est tous des foyers d'archives. Là, j'ai lu un bouquin super intéressant que m'a recommandé Gérard Koskovitch des archives de San Francisco. C'est un universitaire, un historien. Il a fait complètement l'inverse de ce que font justement, y compris d'ailleurs. Hein, moi, je sais, je dirige des gens en thèse. Des fois, je suis un peu effrayée de ce qu'on me propose comme méthodologie. Et en fait, tous ces entretiens, il en a fait 70. Vont être disponibles aux archives de San Francisco, au lieu de devenir un terrain gelé. Et en fait, quand on y pense, les sciences sociales ont généré comme ça des archives mortes. Quand ils vont interviewer les gens qui les considèrent comme des terrains à labourer, puisque c'est la métaphore, ne vous inquiétez pas, c'est anonymisé, je fais que passer. Bah, en fait, nous, on commence à se dire, non, faire l'inverse. Des fois, évidemment, il y a besoin d'anonymiser. Mais non, en fait, on va voir les gens, puis on dit, en fait, on fait une archive ensemble, elle sera disponible pour vos usages présents et futurs. Je pense qu'il faut changer ça, par exemple. Tu vois, on leur demande de faire les choses chronologiquement. Oui. Est-ce qu'on part tout... Et souvent, je reviens aux vielleux, aux anciens, que tu vas emmerder des fois, tu vas dire. Tu vois, il y a une pression tout de suite qui s'installe avec une chronologie. Ils se mettent en position, je vois, tu sais, il faut que je me souvienne et ils ne se souviennent pas. Non, tu n'es pas obligé en fait. Tu vois, raconte. Tu veux partir d'un objet, tu veux partir d'un flyer, tu veux partir d'un vêtement, tu veux partir d'un animal familier, tu vois, mais vas-y, raconte. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se réapproprie la force, la puissance du récit. Pour moi, c'est ça l'archive. Les archives nationales ou certaines archives, même à l'Inatech, ces archives audiovisuelles, tu y vas. Moi j'ai essayé de consulter les archives de la guerre d'Algérie, c'est un vrai problème, là, qui ont fait l'objet d'une fausse ouverture, hein, avec Macron et Bachelot récemment. Je suis incapable de trouver quelque chose, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est trop compliqué. Ok. Tu vois ? Tout à l'heure, tu as parlé de l'archive orale.
Mhm. Donc est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste Alors l'archive orale, ça consiste à aller recueillir les histoires des personnes. Ok. Et pareil, à les rendre accessibles. Au début, nous, on a un peu pris par la mode qui est une bonne mode du podcast. On avait commencé par le collectif Archives LGBTQI, donc à faire des podcasts. Ça a été un des premiers. Alors, au début, il y avait plusieurs chaînes. Là, c'est pareil, les gens, si vous voulez ouvrir une chaîne à l'intérieur de La Fièvre, qui est le nom de notre podcast, on a depuis 4-5 ans maintenant une série qui fonctionne bien et qu'on avait voulu comme quelqu'un raconte ses luttes. Okay. Cette idée que si les gens racontaient leurs luttes aussi, c'était un peu l'école des luttes, tu vois. Parce que ça, c'est aussi, je pense, un des usages de l'archive qu'on peut trouver dans les centres LGBTQI+, d'archives LGBTQI+, autonomes et communautaires. En général, tu ne vas pas aux archives nationales pour apprendre à militer, tu vois. Donc cette série, Le Feuilleton des luttes, dure depuis 4-5 ans en fait ça marche très bien, au sens où on programme ensemble, on se demande qui est interviewé, on essaye d'éviter les gens, enfin pas éviter, mais on ne va pas aller interviewer les gens qui sont interviewés 40 000 fois en ce moment non plus dans les médias, ça n'a pas beaucoup de sens quoi. Et là on se rend compte qu'on a plus de 110 000 personnes qui ont écouté. Donc et là c'est là que tu vois que l'archive, ouais, tu peux l'écouter à la plage. Tu as des archives dans les oreilles quand même, tu vois. Ouais. Et l'archive, c'est aussi ça, tu vois, l'archive, quand tu déposes plein de trucs aux archives nationales, quand tu déposes même, imagine, tu as une plateforme vidéo et tu mets 100 entretiens, mais personne va aller les regarder en continu, là. Donc en fait, tu dois les travailler, enfin tu dois les valoriser. Ça fait partie d'ailleurs du métier d'archiviste. Tu vois. Admettons que tu aies du papier, un objet, une robe, on peut tout numériser, même en 3D. Bon, une fois que tu as tout numérisé, d'abord ça coûte cher. C'est pas écologique. Bon. Il faut des serveurs. Il faut scanner là, c'est pas un fer à repasser, tu as des machines qui se. Donc tu vois, il y a un peu de matos quoi. Oui. Mais le problème est le même. Donc l'idée aussi de substitution, pas besoin du physique, à tout mettre en ligne. Bon, c'est bien, comme ça les gens ne vont pas se rencontrer, déjà. Et on se rend compte maintenant, même les bibliothèques qui font ça, ou les centres d'archives, ah bah oui, tout le monde est en ligne chez soi, c'est sympa, mais les gens ne se rencontrent pas. Et il n'y a plus personne dans les salles de lecture aussi. Tu vois. On a vraiment beaucoup réfléchi sur le centre numérique. Donc il y en aura un. Okay. Bien sûr. Ça coûte 1 million d'euros pour faire les choses bien, d'accord, à horizon dans 10 ans, d'accord, donc il faut nous donner l'argent. Je dis le collectif là-dessus est super bon, c'est parce que je suis content qu'on soit là, mais ça ne veut pas dire qu'on est à la pointe de je sais pas quoi, ou qu'on est les meilleurs, ou pas du tout. Nous on est sur une logique de solidarité, donc tout ce qu'on sait faire, qu'on a appris à faire, ou toutes les emmerdes qu'on a eues, on peut partager. Et on n'est pas sur une culture de la compétition. Donc ce qu'on a appris à faire pour le centre numérique, on le partagera. Maintenant, on a aussi une conversation, un vrai dialogue avec le service interministériel des archives de France. Okay. Comme quoi, notamment Françoise Banin-Berger. Et bon là, tu vois, on a un lieu, on ne sait même pas si le plancher ne va pas s'effondrer là. Donc il faut parler avec des gens spécialisés, des architectes. Et là, au niveau des moyens, je dirais que le ministère de la Culture doit faire plus, même s'ils sont engagés. Et ça, je dis ça un peu pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a tous besoin d'un engagement pluriannuel et de fonctionnement, parce qu'on ne peut pas courir après les projets. Là. On peut lutter contre les discriminations, en sachant d'où on vient, c'est sûr, mais de manière affirmative, parce que tu vas aux archives et tu apprends à devenir LGBTQI, tu vois. Tu apprends. C'est pas que ce qu'on voit dans les médias, c'est justement... les médias communautaires, en plus, sont très faibles pour plein de raisons en France. Pourquoi ? On n'a pas, pour des raisons financières, et puis voilà, on n'a pas des médias communautaires, il n'y en a quasiment pas, quoi. Enfin, et qui font un travail de débat. Non, si tu te construis sur Twitter, tu penses que PD, c'est qu'une injure. Ou tu penses que travesti, la personne qui l'a dit, il faut aller lui dévisser la tête, quoi.
Ben, ça va pas là. Travesti, c'est l'identité politique des personnes trans dans toute l'Amérique latine. Et les personnes réfugiées en France qui viennent d'Amérique latine, c'est leur identité. Donc, à un moment, comment on s'autonome, comment on s'autodétermine, Donc les archives, elles servent à ça aussi. Donc ça, c'est une lutte contre les discriminations par une forme d'affirmation culturelle positive. C'est hyper important parce qu'on n'est que sur un discours, je suis désolée, de lutte contre les discriminations, victimisant et qui passe par le droit. Oui. Si tu as un avis sur la situation, que ce soit la situation de la communauté LGBT ou de la situation des archives à La Réunion, est-ce que tu as un avis ou est-ce que tu sais des choses Je suis venue pour me faire un avis, honnêtement. D'accord. Justement, j'attends beaucoup des rencontres dans le cadre du festival Requeer. Je pense que c'est vraiment important qu'il y ait des moments comme ça. Moi, je suis venue avec l'idée que comment on fait pour travailler ensemble. Alors après, on est très loin, mais c'est ça qui est bien aussi, je pense. Au sens, on est très loin géographiquement, quoi. Oui, d'accord. Mais alors moi, alors je parle à titre personnel, moi je crois beaucoup à l'internationalisme. Je pense qu'on est faible là-dessus alors qu'on a des moyens de communication hallucinants. Il faut voyager, il faut aller voir les gens, c'est pas pour explorer, découvrir évidemment, c'est pas tout ce bordel colonial. C'est parce que elle est là notre communauté aussi. Et justement elle nous met des claques dans la gueule, il faut dire les choses. Moi ce que je voudrais qu'on discute, c'est pas que je veux le savoir, c'est comment on fait. Est-ce qu'on travaille ensemble ou pas? Les personnes racisées en général, ou les personnes racisées qui viennent dans le collectif, bah, elles se retrouvent en position des personnes racisées qui... T'as un mouvement de recul, tu vois, même quand il y a les assemblées, il y a beaucoup de monde, ou même quand il y a moins de monde, il n'y a que des blancs. Donc voilà, j'ai l'impression en ce moment que les personnes racisées préfèrent faire les choses en autonomie. Alors, est-ce qu'il y a des manières de travailler ensemble ou de mutualiser même des financements? Comment on fait? Est-ce qu'il faut... Moi, c'est des questions ouvertes, hein, je n'ai pas de réponse. Mais moi, en tout cas, dans le collectif, je ne suis pas le seul, il faut qu'on le fasse, tu vois. Comment on fait pour se décoloniser, faire... Bon, comment on fait concrètement? Voilà. Moi, je pense que, honnêtement, hein, je le dis à titre personnel, je pense qu'il faut que le centre d'archives, en tout cas celui-là, là, de Paris, de France, là, d'ailleurs, on est beaucoup à penser au collectif qu'il aurait mieux valu qu'il soit en banlieue. Honnêtement, moi, mon sentiment, je ne sais pas comment ça va jouer à La Réunion. Moi, je pense qu'on peut travailler ensemble. Enfin, je pense que si nous, on est considérés comme des alliés et qu'on est... Tout ça, en ce moment, ce n'est pas les bons termes qui circulent, ce n'est pas l'inclusion qui compte, c'est le respect. Enfin, moi, j'ai pas besoin d'être bienveillant pour... moi, j'ai besoin d'être respectueux et qu'on me respecte. Réfléchissons à comment, oui, les violences infracommunautaires, oui, il y en a. Tu vois, il y en a, oui. Il y a... Donc, comment on fait comment on inscrit l'antiracisme au cœur des luttes LGBT? Parce que moi, je ne le vois pas. Je suis désolée. Hein. Je vois dans des chartes des trucs contre les violences sexuelles. Je ne vois pas antiraciste. Mais comment c'est possible? Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.